Heinrich Schliemann a ramené 3 à la lumière, Spiridon Marinato Akrotiri. Tout comme Schliemann, l'énergie, la persévérance et la méticulosité de Marinato dans cette entreprise reposaient sur une hypothèse archéologique audacieuse. Il supposait que le cataclysme volcanique de Santorin avait entraîné la chute de la civilisation et de la culture minoenne, et que cette catastrophe se reflétait dans le récit de l'Atlantide de Platon. Il a connu un sort similaire à celui de Schliemann, il a fait de grandes découvertes, mais son hypothèse de base ne s'est pas avérée exacte. « 55 ans se sont écoulés depuis les premières fouilles archéologiques systématiques à Akrotiri. La ville qui a émergé des couches de pierre ponce nous a donné un aperçu fascinant de la culture cycladique. Surtout, les fresques conservent la vie sociale et économique d'une époque dont les documents écrits nous échappent encore. Cette vidéo présente les nouvelles recherches scientifiques et les questions qui restent sans réponse. Elle aborde les points clés. La culture cycladique faisait-elle partie d'une civilisation minoenne avancée? Quelles étaient les structures de pouvoir et la vie quotidienne? Les habitants d'Akrotiri se doutaient-ils des dangers qui les menaçaient depuis le volcan? Quand le grand cataclysme a-t-il eu lieu et quels effets a-t-il eu sur Akrotiri et sur l'ensemble de la culture cycladique et minoenne? Le concept de civilisation avancée, Hochkultur en allemand, est aujourd'hui contesté. Cela dit, les caractéristiques classiques d'une civilisation avancée sont que l'agriculture n'est plus purement vivrière et que le travail des métaux est pratiqué. Plus importante encore est l'existence d'un réseau de villes caractérisé par une différenciation sociale et une classe dirigeante. Une condition préalable à la formation de ces systèmes sociaux complexes est que la culture dispose d'un scénario. Ces caractéristiques s'appliquent toutes aux cultures minoennes et cycladiques, mais elles mettent également en évidence un problème majeur: le linéaire A, l'écriture minoenne, n'a pas encore été déchiffré et, à moins qu'un grand hasard ne vienne à la rescousse, il n'en sera pas autrement. Étant donné que seules quelques tablettes ont été trouvées en linéaire A, il ne sera guère possible de tirer des conclusions à partir de l'écriture déchiffrée en linéaire B, qui est basée sur le grec. L'interprétation actuelle selon laquelle il s'agirait d'une écriture servant principalement les relations économiques doit également être remise en question. Pourquoi a-t-on trouvé si peu de documents? Il s'agit plutôt de symboles cultuels et non de lettres d'affaires. Les peintures murales d'Akrotiri sont d'autant plus importantes. Leur reconstitution méticuleuse, souvent étayée par des ajouts, a fait revivre la culture minoenne cycladique d'une manière unique. Elle nous renseigne sur les vêtements, les maisons, les bijoux et les activités des habitants d'Akrotiri avant le grand cataclysme. Auparavant, des répliques des fresques étaient exposées dans un autre bâtiment du musée, le Nomico Convention Centre. Depuis quelques années, elles sont exposées directement au sous-sol du musée préhistorique de Fira, où elles sont présentées de manière impressionnante. Aussi admirables que soient ces fresques, leur étude ne permet pas de répondre à certaines questions essentielles. Y avait-il en Crète et dans les Cyclades des structures politiques qui se chevauchaient ou seulement des liens sociaux, économiques et culturels? Thucydide et d'autres historiens de l'Antiquité utilisent le terme de thalassocratie pour décrire la domination minoenne sur une zone maritime plus vaste. Mais la signification de ce terme reste controversée parmi les chercheurs contemporains.
this is the biggest in the world that happened here. Okay. And this huge eruption happened about, I can't tell you when exactly, sorry for this, the geologists, they have different theories. Akrotiri, la Pompéi Minène, se trouve au sud de Terra, l'île principale de l'archipel de Santorin. Terra comprend environ la moitié de la caldeira, c'est-à-dire les parois du chaudron volcanique, qui forment cet archipel. Les autres vestiges sont l'île de Therasia et le grand rocher Aspronisi. En outre, de nouvelles îles de matériaux volcaniques se sont formées à l'intérieur de la caldeira, depuis le cataclysme minoen. Actuellement, il s'agit de Nea et Palia Kameni. Les premières tentatives de reconstitution géologique avaient encore vu la forme de l'île à l'époque minoenne comme un stratovolcan dépassant le niveau de la mer, comparable à l'actuelle Stromboli. Mais après la découverte de stromatolites éjectés au cours du cataclysme minoen, cette conception n'était plus défendable. Au contraire, une partie de la caldeira précédente devait déjà être remplie d'eau de mer à cette époque. Les géologues débattent encore de la forme exacte de l'archipel de Santorin avant le grand cataclysme. Ce qui est sûr, c'est que le bord du cratère qui émergeait de l'eau était beaucoup plus étroit. La zone de l'actuel aéroport se trouvait sous le niveau de la mer, seul le rocher du monolithe dépassait. En revanche, l'intérieur de la caldeira était en grande partie composé de roches volcaniques et constituait une terre ferme. Des recherches récentes postulent que la seule voie d'accès à l'intérieur de la caldeira se trouvait entre Oia et Therasia. La mesure dans laquelle les hypothèses spéculatives se soutiennent les unes les autres, pour ensuite s'effondrer comme un château de cartes, est particulièrement évidente dans le cas de la célèbre fresque de la flottille d'Akrotiri. Elle fait partie d'une frise miniature qui décorait la partie supérieure des 4 murs d'une pièce située au 3e étage de ce que l'on appelle la Maison de l'Ouest. La Maison de l'Ouest n'était pas très grande, mais elle remplissait des fonctions représentatives dans ses salles supérieures. Comme cette salle supérieure était abondamment pourvue de fenêtres et de portes sur les 4 côtés, seules quelques représentations ont pu être logées dans la partie centrale. C'est de là, par exemple, que proviennent les fresques des 2 hommes debout, non vêtus, tenant à la main des fagots de poisson. De même, dans la zone de la porte, une figure féminine, généralement interprétée comme une prêtresse. La posture et le crâne largement rasé en témoignent. Ce n'est que dans la partie supérieure des 4 murs qu'il a été possible d'exécuter une fresque faisant le tour de la pièce. C'est là que se trouve la frise miniature de la flotte. Christos Douma l'a qualifiée de plus ancienne carte marine européenne conservée. La question de savoir si les 4 côtés de la frise miniature représentent un thème uniforme est encore débattue. Presque rien n'a été conservé du mur ouest, et seulement un morceau relativement petit du mur nord. La partie supérieure représente une ville, la conduite d'un troupeau de bovins et un groupe en marche armé de lances et de boucliers. La partie inférieure de la peinture représente manifestement une bataille navale, plusieurs cornes en vêtus flottant dans la mer. Une bonne moitié de la frise miniature du muret, d'une longueur d'environ 2 mètres, a été conservée. Elle représente un paysage fluvial exotique. Divers animaux sauvages ainsi qu'un griffon se trouvent sur les rives. Que cette fresque représente, comme l'affirme Douma, un paysage de l'itinéraire de la flottille est une spéculation. Seule la fresque du mur sud est presque entièrement conservée. D'une largeur de 4 mètres et d'une hauteur d'un peu moins d'un demi-mètre, elle montre une flottille décorée pour la fête, qui semble se déplacer en formation de parade entre 2 villes. Au milieu de son parcours, elle traverse une étendue de mer, car aucune terre n'est visible à l'arrière-plan. Il ne s'agit certainement pas d'une flottille en mission de guerre ou de reconnaissance. Bien sûr, les navires pourraient revenir d'une telle mission.
Les tentatives d'interprétation reconnaissent la ville vers laquelle la flottille se dirige comme étant Akrotiri ou le port voisin de Balo. Elles supposent en outre que la flottille navigue à l'intérieur de la caldeira. Des divergences existent quant à la ville de départ de la flottille. Entre autres, elle est située sur Terazia et en dessous de Megalovuno. La plupart des chercheurs soulignent que la flottille navigue à l'intérieur de la caldeira. Cela devrait également expliquer la vue sur la haute mer, semblable à celle que nous avons aujourd'hui entre Terazia et Aspronisi. D'autres auteurs, en revanche, n'y voient qu'une figure de style. Ces tentatives d'interprétation contredisent fondamentalement les dernières reconstitutions de Santorin avant le grand cataclysme. Selon ces dernières, l'ouverture vers la haute mer ne se trouvait pas près d'Aspronisi, mais entre Oia et Terazia. De plus, Akrotiri n'avait pas de port dans la caldeira, car la partie sud de la caldeira se trouvait au-dessus du niveau de la mer. En interprétant le voyage de la flotte, notre connaissance insuffisante de la culture minienne et cycladique devient très claire. Quel était le degré de réalisme des représentations de l'époque? Et représentait-elle des événements réels? La flotte a peut-être navigué avant l'Atlantide cycladique et minienne. Le site de fouilles d'Akrotiri est situé au sud-est de Tera. Les ruines sont situées dans une dépression peu profonde, à environ 250 mètres de la plage rouge. À l'époque minienne, Akrotiri possédait un port faisant face à la mer. Des recherches antérieures supposaient l'existence d'un second port principal dans la caldeira, près de Balo. D'après les dernières tentatives de reconstruction de la caldeira avant le grand cataclysme, cela n'est pas très probable. Dès le XIXe siècle, des découvertes archéologiques fortuites ont été faites dans la région d'Akrotiri, mais ce n'est que sous Spiridon Marinato que des fouilles systématiques ont commencé. Le premier coup de pioche a été donné le 25 mai 1967. Marinato est mort dans un accident pendant les fouilles en 1974. Sa tombe se trouve en bordure du site actuel et les fouilles ont été poursuivies par son élève Christos Douma. Le site de fouilles n'a pas été ouvert au public pendant une dizaine d'années après le tournant du millénaire. Cette période a été nécessaire pour ériger un nouveau toit au-dessus des fouilles. Les anciens Minoens y seraient certainement parvenus en moins de temps. Les fondations des bâtiments étant profondes de plusieurs mètres, l'ensemble du site est désormais recouvert d'un grand toit plat, imitant astucieusement le motif d'une vague. Il n'est pas certain que l'abri construit par un architecte écologiste ait réellement les avantages bioclimatiques escomptés. Le site sur lequel la ville d'Akrotiri a été construite était déjà habité à l'époque néolithique, vers 5000 avant Jésus-Christ. Des tessons de plusieurs établissements antérieurs ont été trouvés sur place. La ville d'Akrotiri s'est développée sur les décombres de ces établissements à partir de 2100 avant J.C., c'est-à-dire au cours de la période cycladique moyenne. Les archéologues supposent que le site de fouilles, avec une superficie d'environ 100 acres et 10 bâtiments, ne représente qu'une petite partie de cette ville commerçante des Cyclades. Cette hypothèse est cependant spéculative, car les recherches effectuées à l'aide d'un radar à pénétration de sol dans les environs d'Akrotiri n'ont pas donné de résultats exploitables. Les dépôts volcaniques et les débris rocheux encastrés ne le permettent pas. Seules des fouilles ultérieures permettront de déterminer si 1000 ou 8000 personnes vivaient à Akrotiri. Il en va de même pour la question de savoir si la plupart des habitants ont pu échapper au cataclysme principal en s'envolant. C'est ce que l'on supposait à l'origine pour les habitants d'Herculanum, avant que 300 squelettes ne soient découverts sous les cendres volcaniques du port. On ne sait pas grand-chose non plus des autres établissements minoens de Santorin. Ce n'est qu'à quelques endroits que des débris de bâtiments minoens et cycladiques ont été mis au jour,
comme à l'extrémité sud de l'actuelle Terazia, près du monastère abandonné de Monikimisi Teotoku. Là où les universités américaines ne mènent pas de campagne archéologique ou là où Evgeny I. Kaspersky fournit de grosses sommes d'argent pour les fouilles, l'administration grecque se livre à son projet favori, ne rien faire. Bien qu'une grande partie d'Akrotiri n'ait pas encore été découverte, la plupart des spécialistes supposent qu'il s'agissait d'une ville de riches marchands et de marins, et non d'une ville de palais royaux et de nobles. Ces derniers régnaient sur la Crète mais n'exerçaient aucun pouvoir direct sur Terra. La théorie autrefois dominante selon laquelle Akrotiri était une colonie des Minoens est aujourd'hui considérée comme réfutée, également sur la base des résultats des fouilles. La plupart des chercheurs excluent également un contrôle direct sur les institutions religieuses. Les différences entre les cultures crétoises et cycladiques sont trop importantes pour cela. Aujourd'hui, d'éminents chercheurs parlent d'un effet Versailles, c'est-à-dire d'une empreinte du Koine égéen sur le style et la culture de la Crète minéenne, qui a toutefois permis de nombreuses déviations. Les gobelets coniques typiques de cette ère culturelle, les gobelets en papier du début de l'histoire égéenne, ont été produits non seulement en Crète, mais aussi dans les îles des Cyclades. Il en va de même pour les sceaux, qui présentent de nombreuses similitudes culturelles et artistiques avec ceux de Crète, mais qui témoignent clairement d'une administration et d'une organisation cycladiques indépendantes. Il n'est pas certain que ces sceaux, par leur représentation du populaire sceau de taureau minoen, suggèrent une sorte de suprématie de la Crète. Des textes en écriture linéaire ont également été trouvés sur des tessons de poterie à Akrotiri. Comme pour les sceaux, on peut supposer qu'ils ont été produits par des scribes thérésiens autochtones, notamment pour enregistrer les marchandises échangées. Les hiéroglyphes crétois, qui précèdent l'écriture linéaire en Crète, n'ont pas encore été découverts dans les Cyclades. De nombreuses maisons d'Akrotiri sont grandes, ont 3 étagers, ce qui est tout à fait inhabituel pour l'âge du bronze, sont reliées à un système d'égouts. La riche décoration de fresques, que l'on ne trouve en Crète pratiquement que dans les palais, indique la richesse des propriétaires des maisons. Dans la partie de la ville fouillée jusqu'à présent, on trouve 3 types différents de maisons, qui ont également des fonctions différentes, les maisons de maître, appelées xestes par Marinato, les grands bâtiments individuels et les blocs de bâtiments. La prospérité d'Akrotiri reposait en partie sur l'industrie du tissage et de la poterie. Une autre partie reposait sur les routes terrestres et maritimes qui faisaient d'Akrotiri ou de Santorin la plaque tournante des flux commerciaux entre l'Asie mineure, la Mésopotamie, la Koine minéenne cycladique et la Grèce. Les plus anciennes traces de peuplement trouvées à Akrotiri remontent au 5e millénaire avant notre ère. Cette petite péninsule située au sud-est de Terra était donc déjà habitée au début du néolithique supérieur et disposait certainement d'un port naturel. L'état actuel des recherches ne permet pas de dire avec certitude où se situait le littoral. Akrotiri a été gravement touchée par de graves tremblements de terre au moins 2 fois avant le grand cataclysme. La ville est construite, pour ainsi dire, sur les ruines de ses prédécesseurs, y compris leur cimetière, et y est partiellement intégrée. L'étage inférieur des maisons est souvent une sorte de sous-sol, enterré pour l'essentiel dans les décombres des établissements précédents. Dans ces décombres, on a trouvé non seulement des matériaux de construction et des tessons de poterie provenant des établissements antérieurs, mais aussi de petits fragments de fresques provenant d'une couche d'établissements plus ancienne. Pour le reste, toutes les fresques datent certainement de la période cycladique tardive.
Elles ont été peintes entre environ 2000 avant Jésus-Christ, lorsqu'un violent tremblement de terre détruisit en grande partie Akrotiri, et la reconstruction de la ville, qui périt ensuite dans le cataclysme de Terra. La question de savoir si la technique de la fresque représente un développement autonome des Terréens ou des Minoens, ou si elle a été importée du Proche-Orient ou de l'Égypte, est encore débattue. S'il s'agit d'une importation, il est tout à fait possible que la technique artistique ait d'abord atteint les Cyclades, puis la Crète. Les fresques sont essentiellement des peintures murales appliquées directement sur une surface encore humide, généralement en plusieurs couches. La qualité et la vivacité de leur exécution montrent qu'elles sont le fruit d'un développement et d'une tradition artistique plus anciens. Mais leur intégration dans les bâtiments, qui prend en compte les locaux et le spectateur dans la composition de la fresque, témoigne également de l'habileté des artistes. Contrairement à Pompéi, où la pluie de cendres volcaniques a enfermé et préservé les fresques romaines dans leur état d'origine, la plupart des fresques d'Akrotiri gisent à l'état de gravats sur le sol ou devant les murs qu'elles ornaient autrefois. Il y a quelques rares exceptions, comme le jeune homme portant des poissons, une fresque située dans la même pièce que la fresque de la flotte. Elle a été presque entièrement conservée dans sa composition originale. Étant donné que nous ne pouvons pas lire l'écriture minoenne linéaire ni l'écriture minoenne hiéroglyphique, les fresques sont les symboles et les récits les plus significatifs de la culture minoenne et cycladique. Elles constituent les preuves contemporaines les plus importantes sur lesquelles nous nous appuyons pour connaître l'environnement politique, culturel et religieux de la première civilisation avancée d'Europe. Par exemple, la raison pour laquelle les singes bleus sont représentés de manière si vivante sur plusieurs fresques fait depuis longtemps l'objet de spéculations. Il ne s'agit pas de la couleur bleue inhabituelle des singes. Les singes aux cheveux ou au pelage bleu n'existent pas dans la nature. Mais cette couleur bleue, analogue au dos bleu des têtes des jeunes femmes et des jeunes hommes au crâne rasé représentés sur plusieurs fresques, représente probablement la couleur grise. Cette couleur n'existait pas dans la palette de couleurs des fresquistes, elle a été remplacée par le bleu. Sur la fresque dite des singes à Akrotiri et à Knossos, les singes sont représentés de manière particulièrement naturelle et dans de nombreuses poses différentes. Pour cette représentation, l'artiste cycladique a dû voir les singes, si possible dans leur environnement naturel. Se pourrait-il que les animaux aient été importés dans les Cyclades ? Pendant un certain temps, on a même soupçonné que le crâne d'un tel singe avait été trouvé près d'Akrotiri. Mais cette conclusion s'est avérée hâtive. Plus tard, il a été confirmé qu'il s'agissait seulement d'une pierre de forme inhabituelle. Les artistes cycladiques auraient-ils repris les anciennes représentations égyptiennes de singes du dieu Thoth ? L'examen scientifique de la fresque des singes par un biologiste a apporté de nouveaux éléments. Il a constaté que les singes représentés n'étaient pas des babouins ou des guenons africains, mais des langurs Hanuman indiens. Dans ce cas, les modèles des représentations de singes ne seraient pas venus d'Égypte, mais de Mésopotamie et d'Asie mineure. Cela cadre parfaitement avec l'hypothèse selon laquelle Santorin était la plaque tournante entre les civilisations avancées d'Asie mineure et la Crète. Toutefois, il est peu probable que les artistes cycladiques aient utilisé des singes vivants comme modèles. Le fait que les personnages des fresques aient souvent le crâne rasé, reconnaissable au dos bleu de leur tête, indique que la majorité des fresques peuvent être attribuées à des thèmes cultuels ou religieux. D'autres indices vont dans ce sens. Ainsi, dans une fresque, un griffon se trouve derrière une femme, probablement une déesse de la nature, assise sur un trône. De nombreuses actions représentées, comme la cueillette des crocus, montrent clairement qu'il s'agit d'activités rituelles plutôt que d'activités agricoles.
Dans de nombreux cas, les jeunes femmes portent une forme inhabituelle de jupe à volant. Étant donné que les jeunes femmes et les femmes plus âgées sont parfois juxtaposées, il est certainement justifié de supposer que des rites d'initiation sont représentés ici. Il ne s'agit toutefois que d'affirmations très globales. Ainsi, quelques personnages de la fresque de la flottille semblent également avoir la tête bleue, c'est-à-dire rasée. Et ce, non seulement dans la ville d'où part la flotte, mais aussi à bord des navires. Cela contredit l'idée selon laquelle le bleu de l'arrière de la tête est synonyme de calvitie rituelle. Il s'agissait peut-être simplement d'une coupe de cheveux spéciale. Et nous entrons dans un réseau d'inexactitudes supposées se soutenir mutuellement. C'est comme si, dans un avenir lointain, les spectateurs qui étudient les photos contemporaines cherchaient les nombreux animaux sauvages responsables de tous les pantalons déchirés. Akrotiri, la ville des marins et des commerçants, avec ses fresques et ses richesses, a péri dans le cataclysme de Terra, mais elle a aussi été préservée de manière unique pour la postérité. L'éruption dévastatrice s'est produite à la frontière tectonique entre l'Europe et l'Afrique. À environ 200 km au sud de Santorin, la plaque africaine glisse sous la plaque européenne, plus précisément la microplaque égéenne. Dans cette zone de subduction, le magma s'élève dans la région de l'arc cycladique. Outre Santorin, on y trouve Métana, Milos et Nisiro. Le volcanisme qui a formé la caldeira de Santorin a commencé il y a environ 1 million d'années et a atteint son apogée lors de l'éruption Minene, il y a environ 3600 ans. La date, l'ampleur et les effets de ce cataclysme sont encore très controversés parmi les principaux chercheurs. Les recherches des 30 dernières années, basées sur des méthodes scientifiques, datent le cataclysme minoen de manière assez cohérente entre 1630 et 1600 avant J.C. Les égyptologues le situent une bonne centaine d'années avant notre ère. Les égyptologues le situent une bonne centaine d'années plus tard, mais ces deux dates posent des problèmes considérables. Les cendres déposées dans les carottes de glace, datées de 1627 avant J.C., proviennent du volcan Aniakchak II en Alaska, selon des recherches récentes. La datation des branches d'olivier enfouies sous les cendres volcaniques par la méthode du radiocarbone est également considérée comme peu fiable. Grâce à elle, l'éruption a été datée de 1613 avenue. Il en va de même pour la détermination à l'aide des cernes des arbres. Des études récentes montrent que certaines années, la formation des cernes est totalement absente. Récemment, des espoirs ont donc été placés dans la datation à l'aide de la méthode de thermoluminescence et de la méthode de réhydroxylation dans la datation des céramiques. Cette datation à haute chronologie est contestée à la fois par les calculs des égyptologues et par des recherches dendrologiques entièrement nouvelles. Les égyptologues évaluent les informations contenues dans certaines sources égyptiennes comme des déclarations indiquant les effets à longue distance de l'explosion Minénée, sur la base des listes de souverains égyptiens, datent l'éruption aux alentours de 1500 avenue. Cependant, il est plus que douteux que ces sources fassent réellement référence aux conséquences d'une éruption volcanique. L'étude des dépôts de cendres volcaniques, par exemple, montre que celles-ci ont été transportées principalement vers l'est, en direction de l'Asie mineure, et que l'Égypte n'a été que peu touchée. L'Égypte n'a été touchée que de façon marginale. Cela rend l'attribution des textes égyptiens anciens encore plus improbable.
En utilisant une méthodologie similaire, Santorin est classé comme l'Atlantide légendaire où les 10 plaies avant l'Exode sont considérées comme des descriptions picturales d'une catastrophe météorologique et climatique causée par l'éruption volcanique de Santorin. Il s'agit là de spéculations et de vœux pieux ésotériques. Ces déclarations n'ont pas grand-chose à voir avec la recherche scientifique et la méthodologie. La situation est différente lorsqu'il s'agit de déterminer l'âge sur la base de caractéristiques dendrologiques. Ces dernières années, celles-ci ont été de plus en plus affinées et associées à d'autres méthodes de datation. Néanmoins, la plus grande spécialiste dans ce domaine, Charlotte Pearson, de l'Université d'Arizona, n'a pu jusqu'à présent réduire le cataclysme qu'à 3 dates possibles, 1611 avant J.C., 1562 à 1555 avant J.C., ou 1538 avant J.C. En gros, cela nous ramène à la fourchette que les scientifiques se disputaient il y a 30 ans. Cependant, les recherches sur le déroulement de l'éruption volcanique ont permis de dresser un nouveau tableau au cours des dernières années. L'indice d'explosion de Vulcain n'est plus estimé à 7, mais à 5 ou 6, sur la base de nouvelles estimations des masses d'éjecta. Selon ces estimations, le volcan Terra a éjecté environ 14 millions de tonnes de soufre dans la stratosphère, soit un tiers seulement de l'éjection provoquée par le volcan Aniakchak II en Alaska. Les émissions de soufre du Tambora ont également été 2 fois plus importantes. Les tremblements de terre et l'activité phréatomagmatique ont annoncé le grand cataclysme de Terra. Les tremblements de terre ont causé des dommages considérables aux bâtiments d'Akrotiri et l'explosion phréatomagmatique a déposé une couche de pierre-ponce de 3 à 8 cm d'épaisseur. Cependant, les activités de nettoyage, par exemple, des lits ont été empilés dans la rue devant les bâtiments, montrent que les résidents sont revenus après les tremblements de terre. Lorsque les éruptions phréatomagmatiques ont commencé, ils ont fui en emportant leurs objets de valeur. À l'exception d'une statue de bouquetin doré de 10 cm à Xest 3, presque aucun objet de valeur n'a été trouvé lors des fouilles, ni aucun squelette humain. L'hypothèse actuelle est que les habitants ont pu quitter l'île à temps après le début des explosions phréatomagmatiques et ont emporté leurs objets de valeur. Des reconstitutions récentes de l'archipel de Santorin à l'époque minéenne montrent qu'avant le grand cataclysme, seule une petite partie au nord était constituée d'une baie maritime peu profonde, voire d'une lagune fermée sur la mer. Celle-ci n'occupait qu'une petite surface et était le vestige d'une caldeira formée lors d'une éruption survenue il y a 18 000 ans, l'éruption dite du Capriva. Les eaux peu profondes de cette lagune contenaient également les stromatolites que l'on retrouve plus tard dans les dépôts volcaniques. La première phase de l'éruption minéenne était de type plinien. Elle a eu lieu à proximité immédiate de la lagune située au nord de Santorin. Elle était alimentée par le gaz accumulé dans les vents volcaniques et sa colonne d'éruption atteignait la stratosphère. À Akrotiri, une couche de pierre-ponce de 120 cm d'épaisseur s'est déposée, tandis qu'à Fira, cette couche atteignait jusqu'à 6 mètres de haut. Dans les deuxième et troisième phases, les vents s'est déplacé dans la lagune et des explosions phréatomagmatiques se sont produites. C'est ici que les recherches les plus récentes se distinguent de manière décisive des idées sur le cataclysme qui prévalait au tournant du millénaire et qui étaient représentées par Friedrich et Vuojikalaki, par exemple. Il supposait que de grandes quantités d'eau de mer pénétraient dans les vents au cours des phases ultérieures et conduisaient à des éruptions particulièrement violentes et explosives. Selon les simulations les plus récentes, les éruptions de la phase plinienne ont évaporé l'eau de la lagune et empilé un énorme cône de tuf.
Celui-ci a complètement isolé l'intérieur de la caldeira de la mer environnante. Ainsi, l'ensemble de la caldeira, y compris la zone qui se trouve aujourd'hui à l'intérieur des murs de la caldeira, était une terre ferme. Par conséquent, l'idée qu'au cours de cette phase, ou de la quatrième phase qui a suivi, un raz-de-marée massif a été provoqué par l'effondrement de la chambre magmatique et, par conséquent, par l'entrée d'eau de mer dans celle-ci, n'est pas valable. Étant donné que les deux phases d'explosion les plus violentes se sont produites sur Terre et qu'aucune pénétration directe d'eau de mer dans la cheminée volcanique n'a été possible, il a fallu réévaluer la force de l'explosion et ses conséquences régionales ou mondiales. Les coulées pyroclastiques, ainsi que les glissements de terrain sous-marins, sont désormais considérés comme les principaux déclencheurs du tsunami provoqué par le cataclysme minoen. Toutefois, ces phénomènes n'ont pas pu avoir un impact aussi dévastateur que l'inondation directe de la cheminée volcanique par l'eau de mer. Le fait qu'en 2022, le premier être humain aurait trouvé la mort à la suite des effets de la vague du tsunami, lors de fouilles à Çeşme, une ville côtière de l'ouest de la Turquie, nécessite certainement une vérification plus approfondie. Peu de temps après le cataclysme dévastateur, l'archipel de Santorin présentait donc un aspect totalement différent de celui d'aujourd'hui. Toute la zone de la caldeira était sèche. Le mur de la caldeira empêchait la mer de remplir l'intérieur du cratère, même lorsque celui-ci se trouvait partiellement sous le niveau de la mer, après l'effondrement de la chambre magmatique. Cette situation était toutefois instable, car l'érosion a immédiatement commencé à ronger la barrière de la caldeira sous l'effet de la forte pression de l'eau. La première percée, comme l'indiquent les études des fonds marins, s'est produite au nord-ouest, entre l'actuelle Oia et l'île de Terazia. Si la paroi de la caldeira a été percée en un point, l'intérieur de la caldeira a été rempli d'eau de mer relativement rapidement. Les simulations tablent sur un maximum de 2 jours. Ce n'est qu'un peu plus tard que les 2 autres percées se sont produites au sud-ouest, entre Terazia et Aspronisi, et entre Aspronisi et la pointe sud de Terra. Les études du fond marin suggèrent que dans ce cas, il n'y avait pas de courant fort vers le bassin du cratère. La raison en est que le bassin intérieur était déjà inondé d'eau de mer. Avec la réévaluation de le quatrième, les conséquences à court et à long terme du cataclysme de Terra doivent également être réévaluées. La conséquence la plus importante à court terme est sans aucun doute le tsunami. Un certain nombre d'études de terrain sont actuellement en cours sur sa force et son impact en Méditerranée orientale. Nous devrons attendre les résultats concrets. En ce qui concerne les conséquences à long terme, 2 problèmes se posent. La question de savoir s'il y a eu des changements climatiques significatifs et s'il existe un lien entre le cataclysme de Terra et le déclin de la culture minoenne. Pour répondre à ces 2 questions, ce n'est pas seulement la force du cataclysme qui joue un rôle, mais surtout les rétroactions complexes. Dans l'état actuel des connaissances, toutes les réponses sont hautement spéculatives. Dans l'ensemble, cela montre que nos connaissances sur le déroulement exact du cataclysme minoen et ses conséquences sont encore très incomplètes. Il est urgent de poursuivre les recherches pour parvenir à des résultats sûrs et universellement acceptés, qui répondent aux critères scientifiques. L'insoutenable lenteur dont font preuve les responsables des fouilles à Akrotiri ne laisse cependant que peu d'espoir. Pour de nouvelles découvertes, il faut peut-être compter davantage sur les recherches archéologiques en Turquie et en Israël qu'en Grèce. Santorin n'est pas l'Atlantide, mais Akrotiri, comme Lascaux ou les Penski-Ivir, est l'un des lieux de formation de l'Europe. L'exploration et la compréhension de ce début pourraient vraiment être poursuivies avec un peu plus de verve.